C'est carré. On arrive à la 7ème preview et donc avant-dernière. On a fini par les oppositions premier, 8ème. Quoi ? Qui peut-être, même s'il y a de fortes chances, donneront moins de suspense que d'autres, comme on a pu voir déjà les premiers matchs, que ce soit pour les Clippers ou les Warriors, des petites upsets ou des petites prolongations, des choses comme ça. Mais on va vous raconter un peu ce qui peut se passer chez les premiers et les 8e de l'Est, et on se retrouve juste après ça. On est parti. Heat Cleveland 1 vs 8. Le Heat qui nous a fait une hit pour sortir du play-in. 1 vs 10, pour de vrai. C'est ça, exactement. Donc le Heat a commencé par 2 upsets. Donc voilà. Tout à fait. Alors que on avait dit sans Butler, c'est fini tout ça. Mais ça, je laisserai Jérém vous en parler sûrement sur la dynamique de fin de saison. Comme d'habitude, le petit rappel. On commencera par le résumé de la saison de chaque équipe, l'événement qui peut être marquant. Il semblerait qu'il y en ait eu un à Miami, notamment cette année. La dynamique de fin de saison. Ensuite, on enchaînera sur le joueur clé, le coach auquel on donnerait les clés de notre équipe si on était GM. Et puis évidemment, la bascule et le pronostic. Ça, c'est pour la capture d'écran. Mais avant ça, il y a la bascule pour pouvoir donner le pronostic. On va commencer par le résumé de la saison. On va quand même faire honneur à ceux qui ont fini premiers de cette saison régulière à l'Est. Devant les Boston Celtics, c'est important de le rappeler. Mais il n'y a aucun problème. Non, plus sérieusement, une saison bien au-delà des attentes globales, y compris les nôtres. On les avait respectivement 8e de ton côté dans les previews et 6e pour moi. Donc autant dire qu'on les avait quand même pas vu venir à ce niveau-là. Négligé. Voilà. C'était sans compter sur Kenny Atkinson. L'année dernière, ils avaient fini 4e. Et du coup, j'ai regardé un peu la preview qu'on avait fait en début de saison, dans laquelle on parlait justement des Cavs pour préparer cet épisode. Et en fait, on avait tous les deux un peu le même ressenti en début de saison. On se disait qu'ils allaient stagner et que le reste de l'équipe allait monter de la conférence, allait monter d'un cran, notamment Orlando, Indiana, et bien sûr on n'avait pas prévu catastrophe industrielle à Philadelphie. Entre-temps, à l'intersaison, pas vraiment de changement d'effectif l'été dernier, si ce n'est l'arrivée de Kenny Atkinson, qui du coup lui aussi, on en parlait dans la preview précédente, si vous avez regardé les Warriors contre les Rockets, Kenny Atkinson qui finit parmi les 3 finalistes des coachs de l'année, amplement mérité, parce que quand tu changes pas d'effectif, mais que tu changes totalement tes ratings, voilà. On est parfois d'accord sur le fait que on trouve que des fois tout ce qu'on fait autour des coachs, ça peut être un peu surcoté entre guillemets. Bon, je crois que c'est l'exception qui confirme la règle là pour le coup. Il y a quand même changé. Du changement juste avec. C'est clair. Juste entre guillemets, mais avec un coach. Ouais. Et du coup, pour moi, en fait, c'est même ça leur événement entre guillemets important de l'année. En fait, c'est dès le début de la saison l'arrivée de Kenny Atkinson qui change absolument tout. Ils ont été dominants, ils ont commencé la saison par 15 victoires d'affilée, record de franchise, puis ils ont réitéré la prouesse 2 fois dans la saison, avec une série de 12 victoires et une de 16, sachant que sur la série de 16, il y a une défaite, mais en fait, ils sont en 21-1. 21-1, enfin, je pense que c'est... Même Cleveland, période LeBron, etc., ils ont pas fait ça. Non. Donc tout ça pour dire qu'ils ont vraiment écrasé la concu dans le jeu de la saison régulière. Et ça va peut-être permettre d'enchaîner sur la rubrique suivante, mais on fera peut-être les 2 dynamiques de fin de saison d'un seul coup. Je te laisse nous faire un peu le résumé de la saison du Heat. Ouais.
On va envoyer ça juste après les dynamiques. Le 8, bon, comme on l'a évoqué là en début d'épisode, finissent 10e. Ouais. En termes de preview, je les avais plutôt orientés sur une 7e place. Ouais. Pareil. L'habituel hit, quoi. Voilà. Je les avais mis, moi j'ai repris les saisons d'avant, j'ai mis 7e. Je les ai mis au même niveau. 7ème, finale de conf. 7e finale de conf, c'est tout à fait normal. Non, quelques équipes qui passent devant qui sont étonnants en début de saison, moins vu la saison effectuée, que ce soit Détroit, choses comme ça. Ouais. Ils finissent cependant avec un bilan négatif avec 37 victoires et 45 défaites, d'où leur 10e place. On a vu que ça n'a pas forcément brillé tout au long de la saison. Ouais, compliqué. Événement marquant, il n'y en a pas. Non, c'est une blague, bien évidemment. On peut presque dire que l'événement marquant de leur saison s'effectue en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a, toujours avec le même sujet, mais c'est le sujet de Jimmy Butler, où le mec est en capacité de jouer et il est mis sur la touche par des déclarations, par une brouille avec Pat Riley, etc. On n'a jamais su totalement ce qui s'est passé, même si on a compris un peu que c'était l'envie d'ailleurs de Jimmy Butler qui a fini de brouiller ça, ou est-ce que inversement ça a commencé par une brouille qui on a eu les sons de cloche que effectivement les sorties médiatiques de Pat Riley l'année dernière, pour répondre à celles de Jimmy Butler, n'avaient pas été trop digérées par Jimmy Bucket et que ça avait fini de consumer la relation, en tout cas. Tout à fait. Donc, qui a amené à, bien sûr, l'événement principal de leur saison, le trade. On l'a déjà évoqué et on disait que, de manière assez classique pour Pat Riley, il a quand même réussi à faire plus ou moins le taf. Même si c'est un gros joueur, mais à récupérer quelques contreparties, ne serait-ce qu'un Drew Wiggins qui avait fini par valider, pas un numéro 1 de choix de draft, mais un mec fiable. On a pas eu la sensation qu'il s'est fait racketter comme Sacramento, par exemple. Ça aurait pu, ils auraient pu envoyer contre Podziemski ou Chicago. Chicago n'a pas cherché à récupérer grand-chose. Non. Voilà, donc c'est bien sûr l'événement principal. Depuis son départ, il n'y a pas forcément de bas ni de haut, puisqu'il y avait très peu de matchs joués et très peu d'implications de sa part, de façon, pour faire gagner le hit. Ils sont restés sur un niveau un peu constant. On peut noter aussi un peu l'arrivée de Tyler Hero en tant que All-Star. Cette saison, il fait une grosse saison. C'est pas sa première, mais c'est un peu plus régulier que les précédentes. Et il maintient un fond de niveau au Miami Heat cette saison. C'est clair qu'il les a... Là, pour le coup, heureusement qu'il était là, parce qu'il les a bien maintenus, à flot par rapport à ce qui pouvait être prévisible quand Butler est parti. D'autant plus avec la saison de Bam Adebayo qui n'est pas sa meilleure non plus. Clairement pas, et on va en revenir, ne serait-ce que pour les éléments de bascule éventuellement de chaque équipe ou les joueurs majeurs. J'enchaîne du coup vite fait sur la dynamique du 8 avant de te laisser la place. C'est pas les meilleurs qu'on a vus si vous avez vu les autres previews. On est à seulement 8 victoires pour 14 défaites, avec notamment une belle série du 61e match au 70 de 10 défaites d'affilée, ce qui est assez peu rassurant pour les fans du 8. C'est clair. Même si je pense qu'ils s'attendent pas à grand chose cette saison. Non, c'est sûr. Mais oui, ça laissait pas, ne serait-ce que présager, par exemple, de sortir du play-in. Voilà. On sait, malgré tout, et on en devient habitué, alors, bonne chose ou pas, ça c'est c'est à vous de voir, qu'ils n'ont pas forcément un classement en saison régulière
très haut placés, et qui finissent toujours par s'en sortir, ne serait-ce que déjà pour être en play-off. C'est clair. Toujours, Ils arrivent toujours au moins à se qualifier. Ce qui est toujours une bonne chose, et on a vu, comme tu l'as aussi évoqué en début d'épisode, que même en étant 7 ou 8e, ils arrivent à atteindre jusqu'à des finales de conf, comme on a vu dans les saisons précédentes, et à poser des gros problèmes, même aux soi-disant meilleurs de la saison régulière, les premiers ou seconds. Est-ce que ce sera le cas face à une équipe des Cavs dans une dynamique différente? Différente. Il est vrai. Mais, alors comme je le disais dans la rubrique précédente, malgré leurs multiples séries de victoires et cette sensation de domination sans partage, au final, ils finissent qu'avec 3 matchs d'écart sur Boston. Et c'est un peu dû à une saison moins rayonnante. Alors, c'est vraiment, être tatillon par rapport à la saison qu'il y a eu, mais en fait ils finissent en 14-8, alors que sur le reste de la saison ils sont en 50-10, et du coup ils passent quand même de 80% de victoire à 57% de victoire sur la dernière partie, donc ça baisse un peu. Alors après ils perdent contre des équipes qui fonctionnaient un peu correctement sur la fin de la saison, il y a le Magic, il y a les Clippers, bon, les Kings qui étaient toujours un peu bizarres, ils battent aussi les Suns, mais bon ça c'était normal. On peut dire qu'ils ont un petit peu levé le pied, et j'avais une sensation un peu plus de lassitude sur la fin de saison, on va dire, de la part de Cleveland, où tu sentais que senti ça comme ça, qu'ils étaient moins impliqués. Ça y est, c'est fait. Voilà, on a fait une saison historique pour Cleveland. Et ils étaient assurés effectivement en plus d'une première place. Donc d'avoir donc un l'avantage peu de repos, tout le long, c'est ça. Est-ce que c'est pas mieux? Pourquoi pas, et en plus ils avaient vraiment plus rien à jouer parce qu'ils étaient assurés d'être premiers et donc d'avoir l'avantage du terrain pour toute la partie Est, mais ils étaient sûrs de ne pas pouvoir avoir l'avantage en play-off. Donc en fait ils avaient vraiment plus rien à aller chercher, et c'est sûrement ce qui explique un petit peu la baisse sur la fin de saison. Et ça, pour le coup, eux, par rapport à d'autres équipes où ça a pu être le cas, ça m'inquiète pas trop pour le début de ces playoffs. On bascule sur le joueur clé. Allons-y. Le joueur clé, s'il en faut un, pour moi, ce serait Evan Mobley. Et ben voilà, monsieur, mais il a fallu cette preview, mais on est d'accord. Bien sûr. Une nouvelle fois, on n'est pas là pour évoquer qui est le meilleur joueur, etc. Même si, on sait qu'on va dire, entre guillemets, la star de Cleveland resterait et restera sûrement Donovan Mitchell. Ouais. Mais Evan Mobley, pour moi, il ferait basculer, serait un joueur très important et voilà, dans cette confrontation, même si on l'a dit, le niveau de Bam Adebayo reste moyen cette saison. Et il pourrait rester moyen justement avec la présence d'Evan Mobley défensivement. Est-ce que ce sera une opposition directe? Peut-être pas, avec Jarrett Allen qui pourrait aussi défendre sur Bam Adebayo, à voir un peu les ajustements qui aura lieu, malgré tout, que ce soit du coup en niveau défensif et à l'inverse sur sa capacité également offensive, pourrait faire clairement la différence et serait le joueur clé de cette série, si une nouvelle fois il en faut un, parce que je suis pas sûr que Cleveland ait spécialement besoin de mettre en avant un joueur en particulier pour cette série. Eh bien, je suis d'accord. Le mec, on dirait qu'il a lu mes notes. Apparemment, il y a du piratage. Parce que je les avais pas faites, du coup, j'ai pris les tiennes. Non, mais clairement, c'est ce que j'avais noté aussi. En fait, Donovan Mitchell doit être le meilleur joueur de la série. J'aime bien le tournant qu'il a pris cette saison, où il est plus bas en stats que sur ses autres saisons, mais je l'ai jamais trouvé aussi intégré dans un collectif. Et j'ai l'impression que
c'est ce qui a fait aussi que Cleveland, alors peut-être justement grâce à Atkinson, hein, on sait qu'il y a des joueurs, quand ils trouvent leur coach, ils ont un déclic, etc. Mais tu sais, quand ça devient compliqué, ils se coupent plus du reste de l'équipe comme ils pouvaient faire au Jazz, où il devient genre je prends toutes les balles, je fais que du hero ball, etc. Malgré tout, il sait être clutch. Donc oui, Donovan Mitchell sera, à mon avis, le meilleur joueur de la série et doit l'être. Bam Adebayo aurait dû être dans cette discussion-là s'il n'y avait pas eu un peu cette saison compliquée. Et malgré tout, on peut se dire que Bam Adebayo pourrait l'être en play-off, mais je suis 100% d'accord avec toi, en fait. C'est à Evan Mobley, cette fois-ci, de... Là, c'est lui qui doit prendre... Voilà. À l'inverse, on aurait dit ça il y a 2 ans, 3 ans, ou même l'année dernière. Peut-être que l'affrontement, on aurait dit c'est Bam Adebayo qui doit être le joueur clé. C'est Bam Adebayo qui doit rouiller dessus. Et en fait, là, je crois que la jeunesse et le niveau de cette année fait qu'Evan Mobley doit... Voilà, être le joueur c'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi. Il est considéré dans... On parlait des trophées dans les finalistes pour les défenseurs de l'année. Bah vas-y mon pote, c'est l'heure de montrer en fait que sur un attaquant comme Bam Adebayo, t'es capable de le faire. Montre-nous que contre un pivot référencé comme Bam, et ben les attentes elles sont pas démesurées, et prouve-nous que t'es plus proche d'être un top intérieur qu'un intérieur correct. Il faut qu'il soit de ce niveau-là. Il faut qu'en fait quand on regarde le truc, on se dit c'était qui en vrai le meilleur intérieur? C'était Bam ou c'était Evan Mobley sur le truc, tu vois? Il faut que ça soit ça. Je pense qu'on va pas trop se poser la question à la fin de cette série. On verra, hein, mais... Ouais. Attention Bam Adebayo. Attention Bam Adebayo. J'ai dit on verra. Mais si, voilà, sur le mode preview, preview, moi j'active Evan Mobley et je me dis que c'est lui qui va continuer de valider son début de carrière et du coup voilà, de valider son niveau de joueur général, quoi. Pour moi, il fait partie des joueurs qui ont le plus de pression sur cette série. Alors qu'ils vont passer. On va pas ils vont passer, bien sûr. Vont passer. Mais on n'est pas au pronostic, mais vous l'aurez compris. Si on veut savoir si c'est des vrais contenders, bah, dès cette série-là, il faut qu'ils montrent que, ok, en fait, ils ont Donovan Mitchell, et après Donovan Mitchell, c'est Evan Mobley, le meilleur joueur des Cavs, si on veut que ça aille loin en play-off pour eux, je pense. Oui. On passe au coach, c'est-à-dire celui à qui on décerne l'honneur de gérer notre équipe. C'est ça. Bon. Si je peux commencer, parce que moi c'est vraiment super rapide. Allez-y, ça va pas être très long de mon côté, je pense. Voilà. En fait, Spoelstra en play-off. Fin de l'argumentaire. Voilà. Ok, c'est un point de vue. Oui. Malgré tout. Malgré tout. C'est pour la blague, mais c'est vrai que... Voilà. J'y ai pensé, effectivement, comme tu dis, c'est vrai que on vous a évoqué là plusieurs fois le fait que le Heat parvient toujours à créer la surprise et déjà ne serait-ce que se qualifier, mais en plus à faire des upsets un peu à chaque fois sur les derniers playoffs. Et oui, bien sûr, à sortir des joueurs qui sont non draftés tous les ans. Malgré tout, je pense que Kenny Atkinson et tout son travail fait tout le long de la saison fera la différence. Est-ce que sur cette série, en termes de coaching, il serait vraiment meilleur qu'Eric Spoelstra? À nuancer. Malgré tout, il a l'effectif pour être meilleur. Il a l'effectif pour être meilleur. Est tellement important. Je sais pas si si le coaching aura un réel impact sur la série, dans le sens où l'effectif des Cavs est clairement supérieur, sans manquer de respect à Miami, mais qui est clairement supérieur sur cette confrontation. Ouais, c'est clair. Ça va me permettre de faire le lien avec la bascule, parce que je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que Spoelstra est un coach très créatif, etc. Mais que Atkinson, au vu de son effectif, sera plus à même de faire des choses. Malgré tout, pour faire le lien avec la bascule, si tant est qu'il puisse y avoir un élément qui fasse basculer la série en faveur du Heat, pour moi, ça sera à quel point Spoelstra arrivera à mettre en place une défense qui peut un petit peu enrayer la circulation de balles des Cavs. Parce que pour moi,
déjà de base, ils n'ont aucune chance. Mais s'ils n'arrivent pas à faire ça, là, il y a vraiment. Ça va aller très vite, cette série. C'est la meilleure attaque de la Ligue cette saison. C'est la 9e équipe qui fait le plus de passes décisives. 2e en termes de 3 points inscrits. 2e avec le meilleur pourcentage à 3 points. 4e en termes de pourcentage pris, etc. Enfin bref, au-delà de tout ça, de tous les pourcentages, de tout ce qu'il y a, si vous avez regardé jouer les Cavs cette saison, c'est mieux dans ce sens-là. ouais, c'est plus facile et c'est plus simple en fait à faire. C'est parce que en fait, t'as trop l'habitude de parler anglais et t'inverses. Ouais, j'inverse toujours les mots parce que trop relou. Mais je suis comme les Cavs en fait, je vais trop vite. Et non, plus sérieusement, quand tu regardes les Cavs jouer, en fait, c'est sûrement moi celle où j'ai trouvé que c'était le plus fluide en fait. Tu vois, tu regardais jouer cette équipe et t'avais l'impression que ça savait toujours où était l'autre, etc. C'était super fluide et je me demande justement à quel point Spoelstra et l'ADN du Heat vont réussir à mettre quelque chose qui peut ralentir un petit peu les Cavs. Sinon, on va très vite se retrouver au deuxième tour pour les Cavs. En termes de bascule, si je dois continuer sur ce que tu dis, et Spoelstra, c'est éventuellement les systèmes défensifs et les choses qu'il arrive à mettre en place, que ce soit des défenses de zone, etc. Après une défense de zone contre une équipe comme les Cavs, je suis pas sûr que ce soit forcément une solution miracle. Quand on voit des Garland, Mitchell, Mobley, des Dean Wade, etc. Et des Max Strus qui peuvent planter à 3 points dans tous les sens. Hunter, enfin, ça va de partout. On sait que Spoelstra a une capacité défensive à s'adapter sur des systèmes défensifs. Ouais, à créer des défenses spéciales par équipe. Après, ça, c'est ce qui peut faire basculer le niveau du 8 en étant un peu meilleur. Et après, si je dois être clair dans une bascule pour cette série, c'est juste le niveau des deux effectifs. C'est-à-dire que le Heat n'a pas le niveau, tout simplement, pour faire flancher les Cavs et les sortir de ce premier tour de play-off. Et donc je pense que la bascule ne sera pas assez importante, ne sera pas assez importante en faveur du Heat, et juste le talent pèsera assez pour qualifier les Cavs et du coup aboutir à nos pronostics. C'est ce que j'allais dire, de toute façon je pense que ça va se ressentir sur les pronostics derrière. Qui se ressentent clairement. Moi j'ai même pas été positif en leur donnant un match au Heat. Toi tu leur en donnes un. Pour moi je leur donne un sur ce qu'on vient de dire, sur le fait que à domicile, le Heat vont faire un match. À domicile, on sait que des fois en play-off, ça peut être un peu chaud une fois que le public est arrivé à Miami, puisqu'ils arrivent à la mi-temps. Ça arrive à la mi-temps, mais en deuxième mi-temps. Non, mais je l'ai mis sur ça en fait. Je me suis dit, allez, un match. Spoelstra va avoir trouvé un truc pour couper Donovan Mitchell du ballon, et puis Garland va peut-être pas être en réussite et puis ils vont faire jouer Kelly Ware et Bam Adebayo, et du coup ils vont avoir réussi à stopper un peu Evan Mobley. Sur un match, ça va le faire, un match qui va se finir à 87-92, un truc comme ça, et puis en fait ça sera tout, ça aura fait illusion sur un match, mais c'est tout. Why not? Moi je pars sur un 4-0, je pense à une surpuissance des Cavs, une domination totale et un vrai 1-8 quoi. Finalement. Voilà, un vrai 1-8, voire 10, comme on l'a dit, puisqu'ils finissent faussement 8e sur cette saison. Et justement, même 10e. Donc, quand tu finis derrière les Bulls ou choses comme ça sur une saison, j'ai du mal à imaginer que ça laisse présager des choses pas terribles. Sur le meilleur des 7 matchs, tu puisses faire quelque chose face au premier, sachant que le premier est aussi fort que les Cavs cette année. Donc, c'est clair. Compliqué. Sauf pour notre pronostic, du coup, qui donne victorieux les Cavs. Yes. On verra. Peut-être qu'on aura un petit peu quelque chose de similaire pour la dernière preview qui arrivera, qui sera OKC contre les Grizzlies, ou peut-être pas. On verra comment chacun a appréhendé ça. Peut-être un peu plus d'opposition, mais nous verrons. Plus de spectacle, peut-être. Peut-être. Allons-y. Cas, on s'abonne, on like. On like, on partage. On fait se retrouve rapidement pour la suite. Et on envoie la suite
la Et dernière des n'hésitez previews. pas, même s'il y a quelques matchs qui ont été joués, il y a toutes les previews qui sont sorties, vous pouvez aller voir justement si on s'est trompé un peu sur les points de bascule, sur certains, je pense qu'on a Vous pouvez été aller voir, plutôt vous avez le dedans, temps. vu les premiers matchs. C'est C'est à ça que ça sert. c'est en 4 matchs victorieux, donc vous avez largement le temps de suivre une preview, même si C'est clair. vous n'avez pas Même regardé si la série est dès entamée. le premier match. On se retrouve retrouve bientôt. rapidement. La prochaine review. OKC Memphis.